Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, un nouveau numéro consacré à l'actualité du coronavirus. L'OMS l'a dit, nous sommes dans un état de pandémie. La France, elle, semble toujours à la remorque des mesures sanitaires. Pour parler de tout cela, je suis, comme précédemment, avec Philippe Murer. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. À nouveau. Bonjour Élise. Alors, je vous représente quand même, vous êtes économiste, spécialiste des questions d'environnement. Pour commencer, Philippe Murer, aujourd'hui, on va parler un peu de politique, puisqu'Emmanuel Macron s'est exprimé jeudi soir. Je vous propose, avant d'en faire l'analyse, d'écouter quelques-uns de ses propos. Je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Alors, pas de mesures drastiques, je crois que c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, alors, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il sait Macron ? Qu'est-ce qu'il a, en tant que chef de l'État, comme données et qui lui ont permis de prendre ses décisions, avant de juger ses décisions. On sait qu'on a à peu près 2500 cas estimés, confirmés sur le territoire français. À l'heure où on parle, hein, évidemment, donc vendredi midi. Voilà, tout à fait, environ 2500 cas. On sait aussi que tous les 10 jours, le nombre de cas est multiplié par 10. C'est exactement ce qui s'est passé en Italie, c'est ce qui se passe en France. Donc ça veut dire qu'on aura, si rien n'est fait, 25 000 cas la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, 250 000, et ensuite 2,5 millions et 25 millions. On voit que la gravité de la contamination, de la propagation est absolument exceptionnelle. Pire, il y a le docteur Eric Combe, pourtant pas un des plus pessimistes, qui est spécialiste de désinfection à l'hôpital La Salpêtrière, qui dit, en fait, on dit qu'il y a 2400 cas, mais en fait, il y en a 100 fois plus. Il y a plein de cas qu'on ne voit pas. Il a expliqué ça à la grande confrontation devant son ministre de la Santé. L'excellent Olivier Berruyer, le blogueur, qui fait des documents de très grande qualité sur le site Les Crises, il a fait un document complet sur le coronavirus que je vous conseille d'aller voir hier. Et il a fait une estimation tout à fait méthodique, tout à fait clair, sur le nombre de cas de coronavirus. Lui, il trouve une fourchette évidemment très large, il y a beaucoup d'incertitudes, mais il trouve une moyenne de 130 000. Donc, on voit qu'on a beaucoup plus de cas. Si on a 130 000 cas, ça veut dire qu'on en aura 1 million la semaine prochaine. Et 10 millions Alors, la semaine d'après. Ce qu'il faut préciser, c'est comme on est sur des courbes exponentielles, oui. la moindre petite mesure qui permet de réduire à un instant T l'épidémie permet de réduire considérablement dans le temps toute la suite. Toute la suite. Et ça, c'est très important de le comprendre. Toute la suite, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il faut réagir hyper fort, hyper tôt, hyper vite. Parce que si on a 100 000 cas de coronavirus, quand les gens auront incubé, seront en stade critique, on a 5 000 personnes. Et donc, tous les lits de réanimation sont pris. Et donc, on commence à devoir trier les malades et à dire, non, toi, on ne pourra pas te soigner. Donc, on est dans une situation extrêmement grave. Et là, Macron est en dessous de tout. En dessous de tout. Parce qu'en fait, l'Italie a montré que ça ne marchait pas. Elle a pris les mêmes mesures il y a 9 jours, avec le même nombre de cas que la France. Et depuis, le nombre de cas a été multiplié par 10. Et sans compter que l'Italie était plus restreinte peut-être sur le territoire. Il y avait des zones qui étaient beaucoup plus denses de cas de contamination, alors que là, on voit qu'en France, il y en a sur toutes les régions. Exactement. Exactement. Et l'Italie appelle à l'aide 9 jours plus tard. Et Macron fait ça. Donc Macron est quelqu'un de complètement incompétent, inconscient, et il joue avec la santé des Français alors qu'il a toutes les informations et que les infectiologues lui disent « faites attention ». Alors, j'ai pas de certitude, hein. On a beaucoup d'incertitudes dans cette crise. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne joue pas avec la vie des gens et qu'il faut prendre des mesures très tôt, très fort. C'est ce que disent tous les épidémiologistes. Et là, c'est une grave erreur parce que la fermeture des écoles,
Bon, c'est une très bonne chose et d'une université, mais il fallait aller beaucoup plus loin parce que les mesures progressives qu'a pris l'Italie, stade après stade, fermeture des écoles, puis des manifestations sportives, puis finalement tous les commerces hors des commerces essentiels que sont l'alimentation et la pharmacie, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, l'Italie a encore gardé, n'est pas complètement confinée, puisqu'il y a encore du travail, les gens qui travaillent et les transports publics. Tout ça ne fonctionne pas. On a les expériences des pays et on fait la même erreur. Ce personnage-là aura du sang sur les mains. Il ne veut pas pour une question de crise économique, il aura probablement du sang sur les mains. J'espère me tromper, mais il y a un risque très très fort là-dessus. Je veux dire, en plus, ce qui est terrifiant, c'est qu'on a toutes les expériences. Ces gens-là sont incompétents. On sait la Corée du Sud comment elle a réussi. On sait qu'on réussit. Comment elle commence à réussir. C'est pas certain qu'elle y arrive, mais elle a complètement calmé le nombre de cas alors qu'elle avait 7000 cas. On sait comment Taïwan, Hong Kong, Singapour ont réussi à empêcher la pénétration de l'épidémie. Il n'y a que quelques dizaines de malades là-bas, alors qu'ils sont très près de la Chine. On sait comment la Chine a peut-être guéri, on y reviendra, peut-être guéri sa population. Et eux n'en tirent aucune conséquence. Des incompétents au pouvoir. Et je pense qu'il faut aussi que les Français se posent leur examen de conscience. Pourquoi je vote pour des gens aussi incompétents qui nous mettent en danger ? Alors, on va revenir, peut-être vous évoquiez tout à l'heure le professeur Combe, donc, qui est infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, qui évoquait donc sans doute il y avait une centaine de milliers de cas et non pas une dizaine de milliers dans les jours à venir. Il y a la question des tests en France qui est très intéressante puisque nous faisons finalement très très peu de tests au regard des autres pays. Ils ont cassé le thermomètre en fait. Ils ont cassé le thermomètre. En fait, il y a eu un manque de préparation, donc on n'a pas assez de capacité de faire des tests. On n'en fait que 1000 par jour, quand la Corée du Sud, pour maîtriser l'épidémie, on a fait 200 000 en l'espace d'à peu près 10 jours. Oui, c'est ça, moyenne de 12 000 par jour en Corée du Sud pour monter parfois jusqu'à 20 000 par jour. Exactement. Alors à titre d'exemple, j'ai vu des chiffres qui disaient, alors à début mars, jusqu'au 7 mars je crois, on était en France à une centaine de tests par million d'habitants. Oui. La Palestine était à 140. Ah oui. Donc ça laisse quand même, ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur. En fait, on a raté toutes les phases. Le gouvernement est en train de rater toutes les phases. La phase 1, c'était d'empêcher le virus de rentrer sur le territoire. Il a refusé par idéologie de fermer les frontières, de contrôler très fermement les frontières vers les pays très touchés. Pas vers tous les pays du monde, mais vers les pays très touchés, juste par une mesure de bon sens. On a laissé rentrer effectivement des cas. La deuxième barrière, c'était de faire comme la Corée du Sud, tenter le tout pour le tout, et dès que l'épidémie se déclare, à ce moment-là, faire énormément de tests pour... Et puis des enquêtes pour voir qui avait contacté qui avait été proche de tels contaminés, et essayer de circonscrire l'épidémie. Peut-être que la Corée du Sud y arrivera. Aujourd'hui, le nombre de cas augmente à peu près de 100 unités par jour, alors qu'ils ont 7000 cas, donc peut-être qu'ils vont y arriver. Puis il y avait la troisième solution, il y a la phase 3, c'est d'éviter la massification de l'épidémie. Or, on voit très bien, en fait, ils s'en foutent. Ils nous disent, on va retarder. Mais en fait, ils ne veulent pas empêcher. On est toujours effectivement dans ce fameux stade 2 visant à limiter en gros la propagation. Exactement. Les Français sont la chair à canon en fait de Macron dans cette guerre contre le virus. Les autres pays, ils ont dit on fait une guerre contre le virus, ceux qui ont réussi. La Chine, avec des mesures extrêmement drastiques, il ne faut peut-être pas prendre les mêmes. La Corée du Sud, ils ont dit on est en guerre contre... Et on a une économie de guerre. Même Jacques Attali a dit ça, a retourné sa veste, a dit il ne faut pas de demi-mesure. Il a dû dire que c'était les personnes les plus âgées qui étaient cibles, alors du coup... C'est peut-être pour ça, finalement, il est peut-être un petit peu inquiet, effectivement, parce qu'il est dans la catégorie où s'il l'attrape, on rigole un peu, mais s'il l'attrape, c'est une chance sur 7 de mourir. Et là, parce qu'il y a quand même 15% de morts, a priori, d'après les études qui ont été faites en Chine et en Italie, 15% de morts sur les plus de 75 ans. Et quelques pourcents, 4-5% je crois chez les 60-80 ans et 1% chez les 50 ans. Mais même des jeunes en plus peuvent avoir des problèmes graves. Alors justement, ça c'est un point très important, c'est que plus ça va, plus visiblement il y a des jeunes qui sont contaminés. Alors c'est vrai que visiblement ils ont des formes moins virulentes d'expression, j'allais dire, du virus, mais pour autant ils ne sont pas exempts de risques. Ils ne sont pas exempts de risques, ça c'est important parce que les jeunes, vous connaissez aussi des jeunes, ils disent « Ah ben c'est pas une maladie pour moi, en fait j'ai pas de risque ». C'est peut-être pas tout à fait ça. D'abord ils sont porteurs, bien sûr. Déjà ils sont porteurs et ils risquent de contaminer les autres. En plus de ça, ils peuvent avoir des cas sévères ou critiques et c'est ce qui se passe effectivement en Italie. Alors c'est vraiment quand même beaucoup plus dangereux pour les vieux que pour les jeunes, mais les jeunes ont un risque d'avoir des problèmes. En fait, ce qu'il faut quand même... Une petite chose à rappeler, c'est que sur 100 cas, on a 20 cas sévères et très embêtants.
Qui nécessite l'hospitalisation. Qui nécessite l'hospitalisation, en tout cas au moins 5 qui nécessitent carrément les lits de réanimation, le cas critique, et 15% sévères, qui nécessitent sans doute une hospitalisation ou en tout cas une prise en charge très très forte. Et ce qui remonte aussi, c'est que ce que disent certains médecins, c'est qu'en fait, les gens qui sont guéris de cas sévères peuvent avoir ensuite 6 mois de problèmes et 6 mois de fatigue pour récupérer. Donc vraiment, c'est une maladie grave. Et là, on voit l'inconscience des médias qui nous ont raconté, médias mainstream, qui nous ont raconté n'importe quoi. Donc au départ, c'était une grippe, il ne fallait pas s'affoler. Ensuite, les masques, ça ne sert à rien d'en acheter et de faire quelques stocks pour les Français, des stocks de précaution, enfin des petits stocks hein, pour chacun, pour sa famille, puisque ça ne protège pas. Ce matin, sur France Inter, un médecin spécialiste des infections, toujours le docteur Eric Combe, dit les masques hospitaliers, donc les masques les plus classiques, en fait, ça protège quand même très bien des gouttelettes des virus. Ce qui paraissait évident à toute personne de bon sens, sauf que si vous disiez ça, vous étiez contre les médias mainstream et vous aviez peur de le dire. Et alors, ce qui est amusant à ce sujet, c'est qu'on entendait Agnès Buzyn, alors qu'elle était encore ministre, dire qu'effectivement, ces masques ne servaient à rien, finalement, ne protégeaient de rien. Mais aujourd'hui, qu'ils se sont rendus compte que de toute façon, ils n'avaient pas les masques supérieurs FFP2, ils invitent effectivement à se contenter des masques chirurgicaux. Donc c'est quand même mais ils ont complètement incroyable. Manipulé la population, endormi la population en leur disant que c'était pas très dangereux. On voit que l'épidémie progresse à Paris et ce qui est très inquiétant, c'est qu'on voit dans le métro ou dans les transports publics, il y a très très peu de gens avec des masques. Donc la contamination continue à fond. Je pense qu'il aurait dû demander à ce que chacun mette des masques au moins un maximum. Il y a des gens qui ont fait des stocks, hein, clairement, qui ont des stocks de masques. Moi, j'en ai donné à quelques amis, je propose d'en donner, parce que j'en ai acheté une boîte, hein, il y en a 50, et voilà. Et on peut les réutiliser, il faudrait expliquer comment les réutiliser aux gens. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas le faire, mais je pense que les médecins devraient dire, puisqu'on manque de masques, comment les réutiliser. Oui, parce que sinon, on dit que la durée de vie, c'est 3 jours, je crois. Non, 3 heures, ils disent. Ils disent 3 heures. Mais enfin, c'est encore pire. Alors, ils disent 3 heures, mais ils disent que quand même s'ils sont un petit peu humides, ça protège moins, mais ça continue à protéger. D'accord. Parce que quand ils sont humides, a priori, les virus continuent à passer. Bon, là, on rentre dans des débats de spécialistes qu'on ne maîtrise pas. J'essaierai d'aller chercher des infos là-dessus. Voilà, il faut... Vous voyez, tout à fait. Et on ne va pas se jouer les docteurs. En tout cas, moi, ce que je considère, c'est que Macron fait un plan qui est complètement en dessous du réel. Il prend l'exemple de l'Italie, donc on part sur la même voie que l'Italie, avec des problèmes peut-être graves dans 10 jours ou 15 jours. Et je pense que c'est aux Français de se protéger. À nous de faire peuple et de nous protéger et de protéger les autres. Si vous protégez, vous protégez les autres et vous protégez les vieux, parce que sinon, il va y avoir beaucoup de morts chez les très vieux, toute une génération qui risque quand même gros, quoi, qui risque cher. Parce que 15% des gens meurent s'ils ont le virus. Donc vraiment, protégez-vous et trouvons une nouvelle solidarité. Malheureusement, on a des gouvernements qui ne sont pas compétents et qui le montrent chaque jour davantage. Alors, on continue sur le terrain politique pur, j'allais dire, avec la question du maintien des élections municipales. Donc, on a vu dans la journée de jeudi que tout a été annoncé, tout a été démenti pour finalement annoncer le maintien donc, de ces élections municipales avec des mesures qui ne sont pas particulièrement rassurantes. Donc, venir avec son propre stylo, bleu ou noir, hein, précisons, parce que sinon, ça invalide les bulletins. Voilà, il y aura un nettoyage régulier pour ceux qui ne viendront pas avec son stylo, ils seront des mauvais élèves, il faut renforcer les gestes barrières, ne pas serrer la main, etc. etc. Enfin bon, si on peut considérer effectivement que les gens qui vont voter vont rester que quelques minutes dans les bureaux de vote, en revanche les assesseurs, les gens qui vont dépouiller, il y aura une concentration évidente de population. Ah oui, c'est franchement dangereux, et en endroit confiné. Et effectivement, c'est dangereux. Alors, a priori, ça ne serait pas de la faute de Macron. On dit que c'est Larcher qui a interdit à Macron de reporter les élections municipales. Pour une fois, ça aurait été une bonne idée. C'était une bonne idée de le faire, effectivement, même si ça embête tout le monde. Hein, ça fait plaisir à personne de les reporter. C'est un petit peu étrange, à 2 jours des élections, il aurait mieux valu sans doute les reporter. Et que les assesseurs et que tous les gens qui soient présents dans les bureaux de vote fassent très attention et suivent les consignes médicales, hein, qui est d'aérer, de porter un masque, etc. Et puis aller voter avec des masques si vous avez des masques. Hein. Malheureusement, on n'est pas protégé, donc il faut se protéger soi-même. Bon, ça poserait évidemment la question du second tour. On n'y est pas encore. On verra quelles sont les mesures. Dans 10 jours. Peut-être qu'il innovera, il aura fait le premier tour, mais qu'il annulera le deuxième. Ouais. Donc, comme on navigue visiblement à vue, d'ailleurs, il l'a répété, hein, c'est ajustable, c'est au jour le jour. Il a pris des pincettes, hein, malgré ce discours éminemment
scientifique, on va dire. Ce discours est éminemment faux cul, en fait. C'est-à-dire, et le discours de Véran est éminemment faux cul, parce qu'il fait exactement la même chose, Olivier Véran, qui n'est pas responsable de la crise, c'est quand même Buzyn, hein, qui a mal préparé, qui n'a pas commandé les masques, qui n'a pas commandé les kits de test. On se demande comment une médecin a pu faire des erreurs pareilles. Et on se demande finalement si elle n'était pas ravie de la faire Griveaux, quelque part. Oui, on peut, sans se tomber dans le complotisme, on peut se demander s'il n'était pas content de sortir du ministère de la Santé au moment où ça allait pas bien du tout, effectivement. Parce que là, c'est Olivier Véran qui reprend tous les dégâts qu'a causé Buzyn en ne préparant rien. Un politique disait qu'Olivier Véran courait derrière les masques qu'Agnès Buzyn n'avait pas achetés, quoi. Ah, tout à fait. C'est ce qui est ressorti, effectivement, des interviews, pas des interviews, des entretiens qui sont passés hier avec Olivier Véran et la classe politique. Effectivement, Véran disait qu'il se bat pour récupérer des masques, etc., pour les médecins. Il court après le temps. Alors justement, on va continuer avec ces masques, mais plus précisément sur le personnel soignant, qui est évidemment en première ligne de ces contaminations. Je vous propose d'écouter le docteur Jérôme Marty. Il est médecin généraliste et président de l'Union française des médecins libres. Et il a lancé une demande de commission d'enquête pour après la crise, évidemment. Il y a des dysfonctionnements qui sont majeurs puisqu'on s'est aperçu que la constitution de stock de masques FFP2, c'est-à-dire de masques protecteurs respiratoires, les fameux masques canards, s'est arrêtée en 2011, alors même que le directeur général de la santé de l'époque, qui était Didier Houssin, recommandait de maintenir la production de stock FFP2. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une épidémie, la crise que vous connaissez, et le fait que les personnels soignants, qu'ils soient hospitaliers ou qu'ils soient en ville, manquent de moyens de protection. On s'imagine être dans un pays qui est hyper administré, avec des gens responsables qui prévoient les crises, et on s'aperçoit que quand la crise arrive, eh bien, rien n'a été fait. Donc il va falloir que l'on revoie de fond en comble la gouvernance sanitaire de ce pays et qu'on arrête d'avoir une gouvernance uniquement administrative qui montre de façon terrible ses limites avec cette crise et donner la cogestion du système à la fois aux représentants des patients et aux représentants des soignants. Ce qui est certain, c'est que là, on doit faire face, tous, qu'on va le faire, tous les soignants, qui que nous soyons, aides-soignantes, infirmiers, médecins de ville ou d'hôpital, on va faire face. Mais on va faire face dans des conditions qui vont être beaucoup moins bonnes que celles que l'on aurait eues si on avait eu des moyens de protection dignes de ce nom. Et un certain nombre d'entre nous vont être contaminés et donc sortis du soin pendant quelques jours, alors même qu'on a besoin d'eux. Et puis il y a aussi un risque qu'un certain nombre d'entre nous, si on ne teste pas tous les soignants symptomatiques, diffusent la maladie à leurs propres patients ou à leur propre famille. Alors, c'était des propos recueillis par Floriane Janin. Si on se concentre sur la fin de l'intervention du docteur Marty, on se rend bien compte de l'importance de la protection du personnel soignant, parce que si le personnel soignant est malade, il n'y a plus de personnel soignant. Et c'est là où on peut arriver véritablement à une embolie du système de santé. Oui, parfaitement. Il a tout dit, en fait, le docteur Marty. Et en plus, il prévient depuis des semaines Macron sur les réseaux sociaux. Et il prévient qu'il n'y a pas assez de masques pour les médecins et que donc les médecins peuvent être contaminés. Que derrière, en retour, ils peuvent contaminer les patients. Donc une situation complètement absurde. Et quand on pense qu'on a eu 1 mois et demi pour se préparer pour avoir un masque par médecin de ville ou 2-3 masques par médecin de ville, non mais on est dans un état complètement sous-administré et avec des gens complètement incompétents. Je voulais préciser, quand je parlais de faux cul Macron-Véran, en fait, c'est qu'ils disent, Macron, on voit très bien qu'il dit « Ah, moi, c'est pas de ma faute, hein, c'est les scientifiques qui me disent ça. Les scientifiques me disent ça, donc je fais ça. » Mais les scientifiques, c'est pas le rôle. Hein. Le rôle des scientifiques, c'est de donner des conseils par rapport à leur matière scientifique, médicale, et derrière, c'est à l'homme d'État qui est Macron, le président, de trancher. De la même manière, Buzyn a dit « Ah, c'est pas de ma faute, l'épidémie, j'avais dit qu'elle n'arriverait pas. Mais c'est pas de ma faute parce que l'OMS m'avait dit que ça n'arriverait pas en France. » On a des bons élèves studieux, en fait, qui regardent les institutions internationales, multinationales, comme l'Union européenne, l'OMS, et qui prennent leurs décisions en fonction de ça. Absolument pas des hommes d'État. Et c'est pour ça qu'on court vraiment... J'espère que ça se passera bien, mais on court sur un vrai problème sanitaire grave qui n'est pas pris en compte et pas géré, quoi. Alors si on compare justement avec l'Italie, elle ne devrait pas tarder à arriver à 20 000 cas en théorie, puisque c'est à peu près 30% oui. Par jour. La France devrait donc arriver à 3 000 très très bientôt. Ah bah, aujourd'hui ou demain, quoi. Oui, voilà. C'est ça, dans le week-end en théorie. Finalement, on a vu que la situation en Italie dans les hôpitaux, elle était très grave déjà. Ouais, elle est très embêtante, alors que la Lombardie
d'après les études des organisations internationales, a un bon système de santé. C'est la partie la plus riche de l'Italie. Hein. Elle est même plus riche que la région parisienne, je crois, la Lombardie. Et donc, elle a un vrai problème alors que son système de santé est tout à fait correct. Donc, bon, certes, la crise est concentrée plutôt là-bas pour l'instant, hein, mais ça montre qu'on peut très vite être débordé. De toute manière, si on a 100 000 personnes atteintes, 1 million, 2 millions, on va être débordé par ça, très clairement. Ça va être un vrai problème dans les hôpitaux. Et là où on tue des gens en laissant faire ça, c'est qu'en fait, on va avoir des gens en état sévère, critique, qui ne seront pas pris en charge. On va devoir, comme en Italie, choisir qui va vivre, qui va mourir. C'est absolument scandaleux. Et on sera donc face, de fait, à une surmortalité, finalement. Exactement, on va avoir une surmortalité très importante. Les gens qui n'auront pas de lit de réanimation, pas de respirateur, alors qu'ils ont des symptômes extrêmement graves, risquent de mourir à cause de ça, à cause de l'incurie de ce gouvernement. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne à présent sur le taux de létalité qui diffère un peu selon les pays. On l'avait vu en Iran qui dépassait les 10% au début de l'arrivée du coronavirus sur son sol. Un taux qui s'est beaucoup réduit. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, il est aux alentours de 3%, ce qui est proche de ce qui est projeté à l'échelle de la planète. En revanche, en Italie, on est près de 6%, oui. Alors que la France, c'est à peu près 2%, je crois, entre un 9 et 2,2, il me semble. Comment on peut expliquer ça, selon vous, Philippe Murer ? Alors déjà, le problème qu'on a, par exemple avec l'Iran, c'est qu'on sait le nombre des cas paraît complètement sous-estimé. Donc on a divisé le nombre de morts, déjà, ce chiffre est-il vrai ? Par un nombre de cas qui lui-même est très sujet à caution. Donc les chiffres iraniens, je pense qu'il faut les prendre vraiment avec des pincettes. On se rend compte que les chiffres français, finalement, ne sont pas beaucoup plus fiables, puisque les chiffres, le professeur comme vous le disiez tout à l'heure, le multiplié par 10. Donc, mais c'est hyper compliqué, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a tout un tas de patients qui ont été infectés il y a moins d'une semaine ou de 2 semaines. Et donc, ils ne sont pas encore dans des... Ça crée un effet retard. Eux ne peuvent pas mourir. Donc en fait, c'est très complexe. On saura à la fin du jeu quelle est la mortalité de l'épidémie. Ce qu'on sait, c'est qu'en Chine, puisqu'on est à peu près à la fin du jeu en Chine, d'après les données chinoises, c'est qu'on a eu 80 000 cas et plus de 3 000 morts. Donc on est autour de 3-4%. Quoi. Donc ça, c'est des données plutôt fiables, puisque l'épidémie est en train de régresser de façon considérable en Chine. Hein. À Wuhan, il y avait 60 000 malades, il y en a plus de 15 000. Et donc ça régresse tous les jours. Ça donne l'idée. Mais c'est extrêmement complexe de savoir le taux de mortalité exact aujourd'hui, clairement. Alors, donc on a parlé déjà de cette question de surmortalité possible en cas d'embolie des services hospitaliers, mais il y a aussi un autre sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises maintenant dans les publications scientifiques, c'est la mutation du virus. Ça serait notamment le cas en Italie, où on aurait affaire finalement à un virus soit de 2e, voire de 3e génération, qui visiblement a un taux de létalité supérieur à celui qu'on connaissait initialement. C'est clair. Alors, ça peut être un risque dans un sens ou dans l'autre. Le virus peut devenir moins dangereux ou plus dangereux avec des cas complexes, puisqu'il peut y avoir plusieurs virus qui coexistent, le moins dangereux, le plus dangereux. Donc tout ça est complexe. Mais en tout cas, ça montre qu'il ne faut pas prendre ce risque à la légère, quoi, effectivement. Parce qu'effectivement, c'est ce qui peut expliquer aussi la disparité telle entre les taux de mortalité sur les différents pays. C'est vrai. L'Italie ayant un problème, c'est que les données d'Olivier Berruyer montrent qu'il y a le même taux de mortalité par classe d'âge en Italie qu'en Chine. C'est très très proche. Par contre, la différence, c'est que les Italiens étant beaucoup plus vieux, parce que les Italiens ont fait un enfant pendant très longtemps, donc c'est une population très âgée, ça crée une mortalité moyenne qui est plus forte. Donc, alors que le virus semble relativement équivalent. Je dis ça avec des pincettes, hein, voilà, c'est des données statistiques. J'ai noté qu'en Italie, il y avait 31% de plus de 65 ans. En France, on est à 27,5%, donc c'est quand même pas si... Ah oui, vous avez aussi peu de différence. Ouais. Hein, ça m'étonne, effectivement, parce qu'il y a un enfant, 2 par femme, je crois, en Italie, depuis longtemps. Donc je pensais qu'il y avait un écart plus grand. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Alors on peut aussi remettre en cause les chiffres de l'INSEE. Non, je ne les remettrai pas en cause. J'avoue que je ne les ai pas regardés, donc bravo, vous avez été plus sérieuse que moi là-dessus. Alors, j'aimerais qu'on évoque quand même, parce qu'on a vu que les mesures prises par Emmanuel Macron lors de son allocution de jeudi étaient quand même très légères. Dans le même temps, on a entendu toute la journée de jeudi, les médias nous évoquaient les décisions de Donald Trump qui consistaient donc à fermer les frontières pour les voyageurs en provenance d'Europe. Seuls les Américains qui étaient partis en voyage en Europe ont le droit de rentrer. Là, ce fut l'hallali. Évidemment. Oui, effectivement, même si on est sous le risque de la mortalité d'un virus et qu'on doit protéger sa population,
Dès qu'on on dit le mot protégeons, contrôlons nos frontières ou bloquons des voyages, on a à ce moment-là les curés qui viennent avec la sacristie en disant mais vous êtes le diable, etc. Vous voulez protéger votre pays par vos frontières, vous êtes le diable. C'est complètement fou, quoi. C'est fou. Et alors justement, au rang des folies, je vous propose d'écouter un petit condensé d'Olivier Véran et d'Emmanuel Macron. Nous devons aujourd'hui éviter 2 écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Nous aurons sans doute des mesures de contrôle, des fermetures de frontières à prendre. Mais il faudra les prendre quand elles seront pertinentes et il faudra les prendre en européen à l'échelle européenne. Car c'est à cette échelle-là que nous avons construit nos libertés et nos protections. Il est possible qu'il existe ce qu'on appelle des supercontaminateurs. Ah oui. On trouve un autre nom que ça. Je sais que c'est le nom qui est acquis, mais je trouve que c'est très stigmatisant pour quelqu'un. Enfin, il faut qu'on trouve un autre nom. Alors bon, on ne devrait pas rire, hein, parce que finalement, c'est pas très drôle, mais c'est quand même absolument dingue. C'est les ravages du politiquement correct, quoi. Non, mais comme si quelqu'un qui était super contaminant allait se sentir mal. De toute manière, il ne va même pas le savoir. Et s'il le sait, ben voilà, c'est la nature comme ça. C'est le non scientifique. Enfin, c'est quand même, j'ai mon expression pour dire ce genre de choses, c'est lunaire. Enfin, c'est incroyable. Non, c'est le politiquement correct et ça fait faire des erreurs. Et Macron, là encore, nous fait faire des erreurs. Qu'a fait l'Union européenne dans cette crise? Absolument rien. Est-ce qu'elle a aidé l'Italie, par exemple, qui appelle à l'aide, où les gens sont un peu, vraiment, comme dans les hôpitaux, les soignants. Il y a des soignants qui font des vidéos où ils pleurent. Ils n'en peuvent plus de voir les gens, d'être obligés de trier entre les gens, entre les malades, etc., dans un espace critique. Qu'a fait l'Union européenne? Rien. C'est la Chine qui a donné du matériel médical à l'Italie, ce qui est quand même un peu une honte. Du coup, c'est peut-être le matériel français. Peut-être que c'est le matériel français, effectivement, qui est parti de Paris et qui est revenu en Italie par la Chine. Parce que, donc voilà, d'ailleurs, c'est la meilleure preuve que, enfin pas preuve, mais c'est le plus gros indice que peut-être qu'en Chine ils n'ont pas de problème, parce que s'ils donnent des respirateurs, c'est qu'effectivement le problème est en train de se réduire là-bas, sinon ils les auraient gardés sur place. Non mais l'Union européenne n'a rien fait, et l'Allemagne a montré son égoïsme extraordinaire, c'est-à-dire de dire ah ben non, l'Italie appelle à l'aide, qu'est-ce que je fais? J'interdis l'exportation du matériel médical. Et après, les européistes vont nous dire que l'Europe, c'est la solidarité. Mais ces gens-là sont des faux culs, des menteurs. Ils sont insupportables. Quel mensonge. Au moment où il y a des problèmes de mort, d'épidémie, on n'aide pas nos amis italiens. C'est grotesque, quoi. Alors, j'aimerais, en parlant d'Allemagne, rappeler qu'Angela Merkel a dit que potentiellement 70% d'Allemands seraient contaminés. Hein, parce qu'on a commencé cette émission avec des chiffres qui pouvaient sembler particulièrement alarmistes. Ce sont des projections, évidemment. Oui. Hein, il faut les traiter comme telles. Tout à fait. On a plein d'incertitudes. Voilà. Absolument, mais Angela Merkel aussi a parlé de 70% de la population allemande, donc c'est pas négligeable. Alors, a priori, Angela Merkel a repris les chiffres d'un épidémiologiste qui dit, de toute manière, il n'y a rien à faire, tout le monde va être contre cette épidémie. C'est son point de vue à lui, ce qui n'est pas le point de vue des Chinois, qui ont réussi apparemment à faire des choses, de Taïwan qui a réussi à se protéger, etc. Moi, ce que je remarque, c'est une espèce de fatalisme en Europe de dire bah tant pis, on va mourir. Laissons-nous mourir, quoi. C'est une sorte de fatalisme complètement fou, qui rejoint d'ailleurs le fatalisme des bobos écolo-gauchos qui disent bon, il faut plus faire d'enfants parce que en fait, sinon, on va abîmer la planète. Cette espèce de suicide collectif qu'on a, dire il faut se réveiller. On peut arriver, je veux dire, qu'est-ce qui nous empêche d'arrêter partiellement ou même complètement l'économie pendant un mois? Parce que de toute manière, on est trop tard, on n'a pas assez de tests pour faire comme les Coréens du Sud, on a fait cette grande faute. On arrête partiellement l'économie et on fait de rester, tout le monde reste pendant un mois chez lui. Dans ce cas-là, on évite le problème et surtout, on peut redémarrer dans l'espace à peu près dans un mois. Et on peut redémarrer. Alors évidemment, il y a le problème économique, mais traitons-le à part et suspendons les règles libérales pendant un mois. C'est-à-dire que les prêts bancaires, on les suspend et les entreprises payeront plus tard, les intérêts bancaires suspendus et les mesures Macron, très honnêtement, sont pas mal au niveau économique et on peut aller un petit peu plus loin pour qu'on ne détruise pas nos entreprises qui sont la création de richesse. Hein. C'est elles qui donnent des emplois aux gens, qui leur donnent leur salaire, et c'est elles qui sont nos unités de production qui sont nécessaires pour notre croissance d'aujourd'hui et de demain. Donc, on est capable de faire ça, d'arrêter partiellement, et c'est la mesure qu'il aurait fallu prendre, évidemment, là-dessus. Et ce fatalisme qui est de dire « Ah ben on va se faire tuer, laissons-nous tuer », je trouve ça absolument insupportable. Alors Bruno Le Maire, justement, ce vendredi matin, parlait de ces mesures. Il les chiffrait en milliards
milliards d'euros, peut-être en dizaines de milliards d'euros. C'est pareil. Alors on se dit, bon, on a une balance qui n'est pas extraordinaire, on est plutôt dans le déficit, les prévisions sont plutôt revues à la baisse un peu partout. Comment on va assumer ça De toute façon, Élise, soyons honnêtes, hein, les dettes privées et publiques ne seront jamais remboursées à terme, quoi. Il y a, dans tous les pays européens et américains, on est à peu près à 300% de dette sur le PIB. C'est à peu près le même niveau qu'avant la crise de 1929. Ces dettes ne sont pas complètement remboursables. Donc on a plein de moyens de faire en sorte qu'elles deviennent remboursables. On n'est pas là pour faire un cours d'économie. Qu'elles deviennent remboursables. On peut émettre, par exemple, le Japon a acheté pratiquement la moitié de sa dette publique. Ça veut dire qu'à l'instant, demain, le Japon peut appuyer sur le bouton et dire cette dette, en fait, la Banque centrale ne demande pas le remboursement de la dette publique. C'est elle qui émet de la monnaie, elle n'a pas de problème. Et la dette publique du Japon est immédiatement divisée par 2. Donc on a plein de méthodes pour gérer la dette. Ce qui compte, ce n'est pas la dette, ce n'est pas la monnaie, ce n'est pas le veau d'or. Ce qui compte dans une économie, c'est la quantité de travail que sont capables de fournir les gens, la qualité de ce travail et la qualité de l'organisation. L'argent est juste un pis-aller pour faire circuler les richesses. Mais je veux dire, il ne faut pas mettre l'argent avant le reste. L'important, c'est le travail, les entreprises et les organisations, quoi. La qualité du management, tout ça. Et ça, on sait gérer en tant qu'économiste. Il faut arrêter avec ce problème de la dette. Donc, s'il faut mettre 10 milliards ou 20 milliards pour ça, c'est très bien. Alors, Macron a parlé d'un plan de relance possible. Je me permets juste une petite seconde. D'ailleurs, Macron, il n'a pas annoncé beaucoup de mesures. Il aurait fallu donner de l'argent aux hôpitaux aussi, tout de suite. Et dire aux infirmiers, je vous reconnais, vous êtes hyper important, je me suis trompé. La santé est un service public essentiel. Je me suis trompé et je vous donne d'ailleurs des augmentations. Parce que là, je vais vous demander un énorme effort de vous mettre en risque, alors que vous criez depuis un an. Au moins, je vous donne des augmentations. Au moins, je vous donne des moyens pour acheter tout le matériel nécessaire pour sauver la vie des Français. Ça, on aurait pu l'attendre et on l'a pas eu, effectivement. Absolument aucune annonce, d'ailleurs, oui, pour le personnel de santé. J'ai noté d'ailleurs qu'il avait commencé son intervention en disant « Je voudrais vous remercier au nom des Français ». Soit dit en passant, au nom des Français, c'est pas en son nom. Il n'a pas précisé en mon nom. Non, donc finalement, les Français vous remercient, mais moi, après tout, c'est assez incroyable, quoi. Oui, on avait vu d'ailleurs l'épisode avec Salah Chasse qui lui disait vous pouvez compter sur nous, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Et c'est vrai. Élément de réponse. Élément de réponse une semaine après, effectivement. Oui, bien sûr. Alors, il a parlé évidemment de l'importance de l'Union européenne sur le terrain économique. Il a estimé que la BCE, la Banque centrale européenne, ne faisait pas suffisamment pour le moment. Qu'est-ce qu'il en attend ? Le problème, c'est qu'en fait, nos élites ne raisonnent qu'au niveau financier. Donc, ils attendent que des réponses financières par la Banque centrale. Donc, effectivement, la Banque centrale européenne n'arrive pas à réparer la crise boursière, qui a des racines très profondes, et c'est pour ça que c'est pas simple à traiter. On pourra en parler si vous voulez. Mais je pense qu'ils attendent, j'ai un petit peu délivré, mais j'expliquerai pourquoi, c'est qu'ils attendent des rachats d'actions, quoi. Le truc scandaleux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent pour l'hôpital, il n'y a pas d'argent pour les vieux, il n'y a pas d'argent pour les chômeurs, il n'y a pas d'argent pour lancer des projets sur l'écologie, mais il y a de l'argent public pour acheter des actions. Je pense que c'est ça qu'ils préparent, et je ne suis pas complotiste pour un sou, je connais très bien le milieu financier. Je vais vous donner 2 éléments qui me disent ça. Premièrement, une certaine Natasha Valla, que peu de gens peuvent connaître, vous pourrez checker sur Wikipédia ou sur Internet. En fait, c'est la première qui a dit il faut racheter des actions dans la prochaine crise financière. Voilà. Racheter des actions, c'est quand même mettre de l'argent avec la Banque centrale, c'est-à-dire mettre de l'argent public de la planche à billets pour acheter des actions, le patrimoine des plus riches. C'est quand même extrêmement choquant économiquement. C'est-à-dire pour faire monter le patrimoine de Bernard Arnault, de Pinault, etc. Je pense que c'est pas le but de l'argent public. Natasha Valla dit ça. Et Natasha Valla, il faut savoir qu'elle était à la BCE, puis à Goldman Sachs, et là, elle est revenue à la BCE. Numéro 2 des questions monétaires. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a de l'importance. Ensuite, on a eu quelqu'un beaucoup plus important, c'est en train de monter les étages depuis plusieurs années. Et là, c'est Janet Yellen, c'est-à-dire l'ancienne patronne de la Banque centrale américaine, l'institution monétaire la plus puissante du monde, qui a dit, dans la prochaine crise, il faudra racheter des actions. Donc on se prépare vers quelque chose comme ça, qui est un élément de spoliation complète des Français, c'est-à-dire de communisme inversé. La Banque centrale américaine, c'est la Fed ou c'est deux choses ? C'est la Fed, oui, tout à fait. C'est la Fed. Et c'est une spoliation complète, c'est-à-dire qu'on utilise l'argent public pour les plus riches, pour les entreprises, pour sauver le patrimoine des plus riches, pas sauver les entreprises, sauver le patrimoine, alors qu'on devrait utiliser cet argent pour la santé, pour le tissu économique et pour tout le tissu économique réel, pour les chefs d'entreprise réels, pour les salariés, etc.
Alors justement, revenons à cette question de la bourse. On a vu que les chutes étaient vertigineuses. Le CAC 40 s'est effondré. Quasiment tous les indices d'ailleurs. Oui. Comment vous expliquez ça? On a vu sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes m'ont posé la question de comment un virus finalement pouvait contaminer jusqu'à la bourse. Alors, première chose, la bourse était complètement folle, était dans un mécanisme de bulle, aux États-Unis principalement, l'Europe étant un peu l'homme malade du monde, donc ça avait suivi quelques retards. Mais aux États-Unis, il faut comprendre que pendant que la crise du coronavirus était en train de battre son plein en Chine et qu'il était évident que ça allait arriver en Europe et aux États-Unis, les marchés boursiers battaient des records. Il faut voir le niveau de folie que c'est. Pour vous donner un exemple, Tesla avait doublé en 2 semaines. L'entreprise valait plus cher que Volkswagen, Peugeot et Renault réunis. L'entreprise encore plus emblématique, l'entreprise Virgin Galactic, qui n'a absolument rien fait à part d'être galactique, c'est-à-dire de proposer d'envoyer des hommes dans l'espace et des hommes riches dans l'espace. Je crois que son cours de l'action est passé de 1 milliard de dollars de capitalisation à 7 milliards en l'espace de quelques mois. Donc on voit qu'on était dans une pure folie qui rappelait exactement la fin de la période de 1999. Ce qui est complètement logique, ils ont lâché les rênes complètement à la politique monétaire et ils ont baissé les taux, ils ont tout fait pour les marchés financiers comme ils avaient fait avant la période de 99. 99, c'était le bug de l'an 2000 qu'on craignait et donc ça avait créé finalement une période de krach financier complet. Donc on avait cette folie financière complète qui montre que les marchés ne sont pas du tout efficients. C'est une vaste blague, c'est un casino, où ils ont monté de 10% avant de s'effondrer finalement de 30% sous le coronavirus. Après, on a plusieurs problèmes. On a cette montagne de dettes dont je vous parlais, 300% de dettes publiques et privées, 100% côté public, 200% côté privé, aux États-Unis. Donc, cette montagne de dettes peut ne pas être payable s'il y a le moindre arrêt. Donc c'est toute l'angoisse et c'est le fait que ça se dévide à l'envers. Ensuite, il y a énormément de gens qui ont spéculé à crédit aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils empruntent de l'argent pour acheter des actions. A priori, hier, la baisse de 10% à Wall Street, qui est une baisse, je pense que c'est la plus grosse depuis le krach de 87, la plus forte baisse, eh bien, ils ont emprunté pour acheter à crédit et comme la bourse avait tellement baissé, ils étaient forcés de vendre et de liquider leur position. La preuve que ça a l'air d'être ça, même l'or qui est la valeur refuge a baissé 3 ou 4% hier. Ça veut dire que les gens qui perdent de l'argent sur le reste des marchés sont obligés de liquider tous leurs actifs, même les actifs sains, pour couvrir leurs pertes. Donc ça, c'est l'aspect financier. Puis l'aspect économie réelle, c'est vrai que le marché étant extrêmement cher, eh bien l'économie réelle étant en arrêt brutal, ça pose des problèmes majeurs. Ensuite, il y a plein d'autres problèmes catégoriels. Il y a le tourisme, les compagnies d'aviation. S'il y a des block-out, il y aura des faillites en chaîne dans les compagnies d'aviation, où il faudra que les États les aident, ce qui est la meilleure chose, parce qu'on a tous besoin de compagnies aériennes. Ensuite, on a le tourisme qui va être très affecté, les hôtels. Il y a tous ces sujets extrêmement sensibles où il y a des secteurs qui vont avoir des problèmes. Aux États-Unis, on a un dernier problème, c'est le problème du gaz de schiste, où il y a des centaines de milliards de dollars qui ont été investis. Or, la guerre du pétrole, en fait, a fait tellement baisser le pétrole. Voilà, le trio entre l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis qui a fait baisser le pétrole là autour de 30 $ le baril, fait que les producteurs de gaz de schiste sont out et qu'on va avoir des faillites. Si le pétrole reste à 30 $, on va avoir des faillites avec des montants absolument considérables par dizaines de milliards de pertes aux États-Unis. Donc voilà, tout ça, c'est un environnement très bullaire, des bulles partout, en fait extrêmement fragiles avec des dettes partout et donc au moindre souffle, ça s'effondre complètement. Le coronavirus, c'est très plaisant pour eux, c'est que finalement ça permet aux responsables d'éviter de dire qu'ils sont responsables de cette bulle. Ils vont dire que c'est la faute du coronavirus. Mais fondamentalement, ces marchés financiers étaient devenus ultra malsains. Finalement, pour conclure, Philippe Muret, on a vraiment le sentiment que le coronavirus a trouvé avec l'Occident le patient parfait pour le mettre à genoux. On a l'impression que finalement, on est dans un monde aujourd'hui individualisme, alors qu'il faudrait un civisme décuplé pour être précautionneux. On a également l'impression qu'aussi il y a une défiance envers le pouvoir et donc pour appliquer les règles, évidemment, c'est très compliqué. On a aussi une mondialisation qui crée une interdépendance pharaonique. Et la libre circulation des gens. Et la libre circulation, énorme, bien sûr, le sans-frontiérisme des politiques. Et en plus, on a une population âgée qui visiblement est la plus ciblée par le virus. Voilà, c'est un peu embêtant la question parce qu'en fait vous avez tout dit, Élise. Effectivement, vous avez tout dit. On a une société liquide où les règles individuelles sont l'individu est le plus important, où on applique peu le collectif. Là-dessus, il faut se ressaisir. On a des gouvernements aussi
cyniques et qui se foutent un peu de la population. On le voit de plus en plus. Economy first. Voilà. Et puis on a effectivement cette épidémie, c'est un virus de la mondialisation, parce qu'on a plein de moyens. On a vu au départ de limiter le nombre de cas avec les SMS, les tests médicaux de pointe, etc., d'arrêter complètement le nombre de cas, quand on a quelques cas, d'arrêter l'épidémie. Et en fait, on en est incapable parce qu'il y a tellement de gens qui circulent sur toute la planète, de Chine vers les États-Unis, vers la France, etc. Puis le virus, il repart par l'Iran, peut-être vers l'Italie. On a tellement de gens qui circulent partout qu'on n'arrive rien à contrôler, quoi. Effectivement. Alors justement, pour conclure, on termine avec l'Italie, une organisation connue qui s'appelle Casa Pound, a fait déjà il y a plusieurs semaines une action qui a consisté à dérouler des banderoles un peu partout sur le pays où il était inscrit le patient zéro et la mondialisation. D'accord, bien vu, effectivement. Bien vu, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Maintenant, à nous, en tant que citoyens, de dire, on est un peu complices, hein. En tant que citoyen. Vous savez, je le prends sur un autre exemple, mais quand on voit nos agriculteurs qui meurent sous les coups de boutoir du libre-échange et de la mondialisation, quelque part, nous, citoyens qui votons pour des partis qui veulent cette mondialisation, ce libre-échange, on est un petit peu complices de ça. Et à nous, en chacun de nous-mêmes, de nous poser une question de conscience. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on change? Et prenons chacun nos responsabilités. Eh ben merci beaucoup Philippe Murer pour cette nouvelle émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker cette émission, de la partager autour de vous et surtout commentez-la parce que j'essaie de répondre aux questions ou j'essaie de les traiter dans les émissions qui viennent par la suite. Merci à tous, à la semaine prochaine.